Bonjour et bienvenue sur la Web TV MMI. Aujourd'hui, on va parler de la culture en Mayenne. Et pour cela, nous sommes avec Johan Lefebvre. Bonjour Johan. Bonjour. Sans plus attendre, générique. Le thème de l'émission, la Mayenne, une terre de culture. On ne parle bien sûr pas ici d'agriculture, mais bel et bien de culture artistique. On se met dans le bain tout de suite avec le premier reportage. L'esclavage aux États-Unis commence peu après l'installation des premiers colons britanniques en Virginie. La première trace d'arrivée d'Africains sur le sol américain remonte à 1619. Ils sont alors utilisés comme domestiques, mais aussi comme ouvriers dans le secteur agricole, notamment dans les plantations de tabac et de coton. Les esclaves se rassemblaient autour de chants spirituels qui étaient pour eux le principal moyen d'exprimer un sentiment d'identité collective. Ils racontent leurs souffrances et leurs espoirs. De tout ça, sont nés différents types de musique. En Mayenne, un collectif composé de 19 musiciens rend hommage à travers un spectacle musical à deux grandes figures de la musique afro-américaine et du jazz, Billie Holiday et Nina Simone. Nous allons à la rencontre de Nicolas Moreau, chargé de mission action artistique à Mayenne Culture. En fait, on travaille ici à Mayenne Culture avec un orchestre, un ensemble de musique classique qui s'appelle l'EIM, l'ensemble instrumental de la Mayenne. Et on avait envie de se faire se rencontrer l'univers de cet ensemble classique avec l'univers du jazz. On a créé ce projet qui réunit une vingtaine de musiciens autour d'un répertoire qui existe, qui n'a pas été créé pour le projet, mais qui est bien celui de deux musiciennes, Billie Holiday et Nina Simone, avec l'idée de s'intéresser à leur répertoire et d'en faire une relecture actuelle, contemporaine. Et puis c'est aussi des femmes qui n'en faisaient qu'à leur tête, qui étaient très très libres, très rebelles. Tout ce background-là, et puis aussi le fait que toute leur histoire est liée à l'histoire des États-Unis, à l'histoire de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, de l'histoire du peuple noir aux États-Unis, tout ça crée quelque chose de très riche autour, qui a forcément été très inspirant pour ce projet. Icône majeure du jazz, Billie Holiday et Nina Simone ont marqué d'une empreinte indélébile la musique du XXe siècle. Deux chanteuses aux voix uniques, deux femmes blessées, combattantes, jamais résignées, dont le destin extraordinaire ressemble à un roman, fait de blues et d'émotions. Notre but, c'est que les gens qui viennent assister à ce concert passent un bon moment, apprécient la musique qu'on leur propose. Et puis en arrière-plan, on ne peut pas s'intéresser et faire un projet autour de ces deux chanteuses-là sans forcément intégrer une dimension politique ou sociale, parce que ça fait partie de leur musique. Donc forcément, oui, il y avait aussi l'idée de passer un message, même s'il est subliminal, même si c'est pas quelque chose qui est forcément dit, souligné dans le spectacle. Une chanson comme Strange Fruit, par exemple, qui est une chanson de Billie Holiday, qui est dans le spectacle, en soi, c'est une chanson politique. Black bodies swinging in the southern breeze. Je pense que le message qu'elle porte autour de l'égalité de tous, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit femme, qu'on soit homme, ce discours-là, il est toujours hyper fort. Et puis c'est intéressant de voir aussi que ces deux artistes qui... je passe pas une semaine sans entendre un musicien d'aujourd'hui qui cite Nina Simone ou Billie Holiday comme une influence. C'est des artistes qui continuent d'inspirer plein d'artistes, et je pense que c'est aussi parce que ce qu'elles étaient et leur message est toujours présent, toujours d'actualité. Dans l'histoire de la musique moderne, nombreux sont les styles à devoir une partie de leur âme à la musique afro-américaine. Les musiques électroniques, le rap, le R&B, la soul, le jazz sont par exemple des genres musicaux descendant directement des chants spirituels inventés par les esclaves noirs. De nos jours, même si ces musiques ne sont plus autant revendicatrices qu'à l'époque, la genèse de la musique noire continue de vivre à travers elles. Concernant le spectacle,
Nous nous retrouvons en mai 2019 pour la prochaine représentation. Alors, Johan, suite à ce reportage, j'aurais quelques questions à vous poser. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr, je m'appelle Johan Lefebvre, je suis trompettiste mayennais, directeur d'une école de musique sur le pays de Cran et surtout un musicien qui cherche vraiment à creuser le sillon du jazz et à le faire partager auprès du public et des ados et des enfants dans des pratiques amateurs. D'accord. Donc la musique afro-américaine occupe-t-elle une place vraiment importante dans votre vie ? Elle occupe toute la place en fait. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'autres musiques qui existent, à part la musique classique. Et en fait, la musique afro-américaine, c'est presque tout le reste des musiques, puisque, comme c'était indiqué dans le reportage, les chants des afro-américains du début du XXe siècle ont immergé, ont irradié vers toutes les musiques, du rock au rap jusqu'au jazz et à plein d'autres musiques. Très bien. Vous êtes enseignant, donc. Lorsque vous enseignez, est-ce que vous pensez à transmettre les valeurs de cette musique dans vos enseignements ? Bien sûr, quand on travaille sur une chanson jazz ou un morceau de jazz, on essaye d'expliquer aux élèves le contexte historique de la création de cette chanson. Notamment, par exemple, on parlait de Strange Fruit dans le reportage, qui est une chanson qui raconte comment peuvent pendre des corps dans des arbres dans le sud des États-Unis. Évidemment, quand on travaille cette chanson-là, on essaye de regarder le texte pour communiquer à quoi elle a servi cette chanson-là au niveau... parce que bien souvent, les chansons afro-américaines ont un engagement politique. Très bien. La musique afro-américaine a longtemps été considérée comme un genre de musique inférieure. Pensez-vous qu'il existe encore aujourd'hui des formes d'art qui sont dévalorisées ? C'est difficile de répondre à cette question-là dans ce monde qui est un monde mondialisé et où tout se mélange finalement. Ce que je pourrais dire sur cette question, c'est que parfois on ne sent pas assez de traditionnalité dans le mixage. C'est-à-dire que c'est important de retrouver les racines qui ont inventé ces musiques, même si on les mélange et qu'on les mixe. C'est très important d'avoir un regard sur la tradition et comment on en est arrivé là. Très bien. À présent, nous allons regarder un deuxième reportage qui porte sur une forme d'art qui a longtemps été dévalorisée au même titre que la musique afro-américaine. C'est parti, je vous laisse voir ça. Le street art est un mouvement artistique qui s'exprime dans la rue sous forme de graffitis, de stickers, de fresques murales ou d'affiches. Maxime Dunat est un street artiste lavallois. Si vous vous baladez dans les rues de Laval, vous pouvez apercevoir quelques-unes de ses œuvres. On le retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom d'Ananas Graphique. Voici son portrait. Alors moi j'ai commencé le graffiti à 14 ans, donc j'ai commencé avec un copain, en fait on a essayé comme ça et ça m'a bien plu, du coup j'ai continué, j'ai toujours fait de la peinture et du dessin et j'ai fait une école d'art graphique après où j'ai appris l'illustration, le graphisme et c'est des choses que j'ai utilisées en fait dans ma peinture par la suite pour monter des décorations et des ateliers beaucoup avec des jeunes et des enfants. Moi je peins à Laval depuis 20 ans et donc dans des endroits tolérés la plupart du temps, en fait il y a quelques endroits à Laval dans lesquels on peut s'exercer. Et petit à petit, en fait, le fait de travailler auprès de différents publics, ça permet de faire voyager entre guillemets ma peinture dans différents sites plus ou moins visibles à Laval. Et on se rend compte que les œuvres sont vraiment respectées, notamment dans les quartiers quand on peint avec les habitants. En général, 4-5 ans après, les peintures elles n'ont pas bougé du tout. Donc, je travaille avec vraiment différents types de publics. Je commence avec les enfants en fait, dès 6 ans, dès le CP. Donc je leur apprends à manier la bombe et à écrire sur les murs.
Et après, je travaille avec vraiment des personnes de tout âge, de tout milieu social. Et je travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap aussi. Où le but, c'est voilà, de donner de l'accès à la culture à tout le monde à travers l'outil du graffiti. Pendant très longtemps, le street art a été un art illégal. Des artistes ayant le goût du risque et de la provocation s'amusaient à taguer et dessiner sur les bâtiments publics. Cependant, de plus en plus d'œuvres sont faites dans un cadre légal. C'est le cas dans la ville de Laval où la mairie autorise et organise des événements autour du street art, comme l'a expliqué Maxime Dunat. Alors, je pense que d'une manière générale, le street art, c'est assez récent. Et il y a des villes qui sont devenues vraiment de vrais musées à ciel ouvert. Donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup évolué et qui a une image qui s'est éloignée vraiment de l'image du graffiti. On avait le côté vandale et les gens prenaient ça vraiment pour de la dégradation. Aujourd'hui, voilà, c'est reconnu comme de l'art. Le street art, pour moi, c'est le mot qui collerait le plus, c'est la liberté. En fait, vraiment la liberté d'action, où dans le sujet qu'on représente, on est complètement libre parce qu'en général, c'est des choses qui sont faites gratuitement dans la rue et on n'a aucune contrainte. Il y a rarement des commandes, je veux dire, sur des œuvres de street art. Tout d'abord, l'artiste lisse la surface. Il peint le mur en blanc pour pouvoir ensuite graffer dessus. Ensuite, il trace un croquis à la bombe afin d'avoir des repères pour la colorisation. Enfin, l'artiste remplit à la bombe les formes qu'il a créées au préalable. Une fois que toutes les couleurs sont posées, il fait le contour en noir. Le street art reste une activité illégale si elle est exercée sans autorisation. Cependant, il est aujourd'hui un art de plus en plus reconnu et accepté. Maxime Dunat peut exercer pleinement son art à travers des projets autorisés par la ville. Alors nous sommes à présent avec Maxime Dunat, que nous venons de voir dans le reportage, mais j'aurais tout de même quelques questions supplémentaires à vous poser. Tout d'abord, pensez-vous que l'art a besoin d'être institutionnalisé pour être reconnu comme tel par la société ? Non, je pense pas, parce qu'il y a une reconnaissance déjà du graffiti avant même qu'il soit institutionnalisé. En fait. Avant qu'on lui ait demandé d'arriver, il était déjà là, les gens le voyaient. Après, le fait qu'il soit institutionnalisé, ça change, ça fait évoluer les mentalités quand même. D'accord. Je pense. De plus en plus de nouvelles formes d'art voient le jour. Pensez-vous que des formes d'art plus traditionnelles, comme on a parlé tout à l'heure avec Johan, plus anciennes, telles que je sais pas, la sculpture ou la gravure, se perdent? Est-ce qu'il vous arrive vous-même d'en pratiquer? Très peu. La sculpture, je suis en plus en voie de m'y mettre un peu. J'en ai fait il y a quelques années. Mais je ne pense pas que ça va disparaître. Au contraire, je pense que ça va continuer. Le street art, justement, c'est pas forcément que de la peinture non plus, quoi. Il y a des street artistes qui font de la sculpture dans la rue aussi. Donc non, je pense que c'est toujours des sources d'inspiration et ça continue à évoluer et ça continuera à exister, je pense. D'accord. Sinon, que pensez-vous de la diversité des formes d'art en Mayenne? Wow. En Mayenne, je pense que ça manque de richesse, justement. C'est pourtant un territoire très riche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur plein de formes d'art. Après, au niveau du graffiti et du street art, je pense que c'est assez limité encore. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait du coup pour développer le graffiti ou le street art Que les mentalités de certains élus évoluent, notamment. Et voilà. Très bien. Et donc, vous, Johan, quel est votre point de vue sur la diversité des formes d'art en Mayenne? Moi, je dirais que, étant dans ce milieu de l'enseignement, je trouve qu'il y a beaucoup de propositions en Mayenne qui sont très différentes les unes des autres, sur la danse, sur le théâtre, sur la musique, sur beaucoup de musées qui existent en Mayenne, des musées qui se mettent à organiser des événements comme le musée Tatin, qui mélange l'art et puis la musique, par exemple, ou comme cette année, ils vont organiser d'ailleurs un événement qui mêle musique, lumière, etc., pour mettre en valeur le musée. Donc non, je pense que c'est riche et que par contre l'émergence d'art un peu alternatif, comme vous le disiez, doit évoluer et il faut faire évoluer en effet les mentalités de certains décideurs. C'est ça, et des fois c'est un peu long. Et sinon c'est vrai que je vous rejoins sur la diversité de la proposition justement. Il y a de tout en fait quand même en Mayenne et des choses de qualité aussi, surtout. D'accord, très bien. Donc à présent, nous allons passer au dernier reportage qui concerne l'art en rapport avec les étudiants mayennais. Voyez plutôt.
Infographie, programmation, audiovisuel. Le DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, est une formation touchant à de nombreux domaines. Cette pluridisciplinarité permet aux étudiants de s'y complaire, en particulier lorsque cela se rapporte à l'une de leurs passions, celle-ci leur permettant de s'épanouir dans leurs études. Rencontre avec Tristan et Augustin, composant entre passe-temps et enseignement. Je suis Tristan Clément, élève en 2e année de MMI. J'ai vu MMI et je me suis dit tiens c'est pas mal, il y a de la création plutôt graphique, de la création audiovisuelle, de l'audio et également du web. Alors je suis aussi intéressé par tout ce qui est web et technologie et je me suis dit que ce serait un bon compromis entre ce que j'aime faire en tant que passion et ce que j'aimerais faire en tant que métier. Alors je m'appelle Augustin, je viens de Normandie. Et je fais pas mal de dessins assistés par ordinateur. Je suis rentré en MMI surtout par rapport au côté créatif qui était mis à notre disposition. Et c'est vraiment ce côté artistique qui m'a plu, ce mélange entre artistique et technique. Dans l'idéal, j'aimerais plus tard pouvoir combiner ma passion avec mon métier. J'aimerais avoir un métier qui me permette de toucher un peu tous les jours à ma passion. Parce que finalement, quand on a un métier qui touche à un domaine qui nous plaît vraiment, ça permet de pas trop s'ennuyer. Finalement, MMI leur permet-il vraiment de s'épanouir dans ces domaines ? Alors, il y a une différence de motivation claire entre lorsque je dessine pour moi-même ou lorsque je dessine pour les cours. Mais je trouve ça presque aussi intéressant de réaliser des choses qui ne sont pas forcément celles que j'ai envie de faire pour me forcer à découvrir de nouveaux aspects de la création pour ne pas faire uniquement ce qui me plaît. MMI m'a permis d'apprendre à enregistrer du son et une culture des technologies audio en général. Ce qui fait que j'ai pu, là récemment, je me suis acheté du matériel pour faire mes propres enregistrements, maintenant que je sais comment ça marche. Et grâce au matériel disponible à l'IUT, j'ai pu faire des petits projets musicaux. Alors on citera Jules Brassens entre autres. Si quelqu'un voudrait rentrer en MMI, sachant qu'il aime dessiner, qu'il aime créer des différents supports visuels sur ordinateur, je le conseille vivement de rejoindre MMI. Par contre, il faut savoir que c'est pas la seule chose que l'on voit en MMI. Il y a aussi un gros côté communication et technique qui est vraiment à prendre en compte. La section MMI et les passions artistiques sont complémentaires. Les étudiants trouvent, dans les projets de la formation, une occasion d'utiliser leurs compétences artistiques pour les inscrire dans une production globale. Et même si certains ne trouvent plus le temps ni la motivation de pratiquer cette activité artistique autant qu'avant en dehors de leurs études, la formation permet d'apporter des connaissances secondaires, l'occasion de trouver un nouveau passe-temps. Alors du coup, j'ai encore quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'accessibilité de l'art dans le domaine professionnel ? Maxime ? L'accessibilité de l'art dans le domaine professionnel. C'est-à-dire pouvoir vivre de son art professionnellement. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué ou... C'est assez compliqué. Enfin, moi, je fais ça depuis des années. Pour ma part, du coup, j'ai un panel qui est assez diversifié. Du coup, je le disais dans le reportage tout à l'heure, où je travaille autant avec les enfants que pour de la décoration. Donc, j'ai des peintures très libres et autant je rentre dans des commandes aussi. Donc, je pense qu'on fait ce qu'on aime, il faut y aller à fond et puis on y arrive, il ne faut pas lâcher, quoi. D'accord. Faut pas lâcher. Donc c'est difficile, mais c'est juste beaucoup de motivation et de travail. Ouais, c'est la persévérance, je pense, du travail. C'est possible. Et donc vous, qu'est-ce que vous en pensez, Yoann ? Dans le monde de la musique, c'est possible aussi d'enseigner et le partage. Moi, je trouve que le partage entre la vie d'artiste et d'enseignant fait qu'on peut facilement, quand on est intéressé par les deux domaines, vivre justement de son art. Très bien. Sinon, donc aujourd'hui, des institutions permettent d'éveiller la créativité chez les jeunes. Vous-même, vous travaillez avec des enfants. Est-ce que vous pensez que le fait que l'art soit encadré ne risque pas, à l'inverse, de restreindre la créativité des jeunes artistes, peut-être ? Yoann, vous en pensez quoi ? Je pense que l'art et la culture doivent être le moteur de notre société, déjà. Alors, je ne pense pas qu'en faisant découvrir le plus possible la culture et l'art, ça restreindra son champ, parce que, au contraire, ça risque de faire inventer de nouvelles formes d'art, puisque en mettant lumière sur certains arts qui ne sont pas assez dans les médias, ça permettra sans doute à des jeunes de les faire avancer un peu plus loin. Voilà.
Et vous, Maxime, partagez le même point de vue Ouais, je rejoins aussi. C'est vrai que plus ils vont avoir de clés, en fait, découverte d'outils différents, et plus ils vont pouvoir aller dans la créativité. Très bien. Donc de plus en plus d'artistes connaissent également une certaine popularité déjà très jeune. Est-ce que vous trouvez que cela est une bonne chose, Yoann? Ça dépend. Ça dépend de quel artiste on parle. Je sais pas, mettons dans les émissions telles que The Voice Kids ou... C'est quoi? L'émission des enfants chantent. Non, d'accord. Non, je trouve que c'est plutôt... pour moi, c'est pas une forme d'art déjà, parce que c'est souvent des reprises. Et pour moi, l'art n'est que création. Et je pense que c'est plutôt du domaine du show business et pas de l'art. D'accord, très bien. Donc vous en pensez quoi? Par rapport à The Voice Kids, oui, du coup, beaucoup c'est ça, ouais. C'est de la télé, quoi. D'accord, très bien. Ouais. Et par rapport à ce qu'a dit Yoann concernant les reprises, vous disiez que ce n'est pas tout à fait de l'art, parce que vous considérez l'art comme une création, c'est bien ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais, après, il y a... Enfin, reprise, je pense que si c'est réinterprété, retravaillé un peu, qu'on arrive à mettre sa patte là-dedans, je pense qu'il peut y avoir de la création dans des reprises aussi. D'accord, très bien. Donc les reprises, oui, mais avec une certaine forme d'interprétation derrière. Bah voilà, comme par exemple pendant la peinture, faire une copie, c'est pas de la création, quoi. Forcément. Ouais. Donc vous êtes d'accord avec ça, du coup, ou... Ah oui, tout à fait. Je ne peux être que d'accord, puisque en jazz, on réinterprète des chansons, mais on y amène un côté d'improvisation personnelle ou collective qui fait qu'on s'approprie les choses. Très bien. Donc l'émission touche à présent à sa fin. Donc merci à vous deux d'être venus aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Et bien sur ce, on se retrouve pour une prochaine édition de la Web TV MMI.